C'est qui sont sur... Ah, je vais recommencer. Donc, on souhaite la bienvenue à toutes les personnes courageuses qui sont sur la présentation, malgré le beau soleil, la belle température. Probablement que vous nous connaissez déjà, mais moi, c'est Philippe Major, je suis neuropédiatre à Sainte-Justine, puis bien intéressé par la transition, évidemment. Puis, il y a Mike Keyser que vous connaissez aussi, qui est neurologue pour les adultes, Ocean, vraiment intéressé par la transition. Puis le programme TECUM, c'est le programme de transition en épilepsie complexe de l'Université de Montréal. Donc, une série de conférences qui ont été produites depuis plusieurs mois maintenant. Et le thème aujourd'hui, c'est de présenter une petite introduction sur la transition que je vais m'occuper, ça prendra juste quelques minutes. Et après ça, Marc va vous faire un peu la visite guidée du site web, de toutes les ressources qui sont disponibles sur ce site et du beau travail qui a été fait. Donc, prochaine slide, s'il te plaît. Donc, c'est ça. On va revoir les principes fondamentaux de transition, puis présenter le programme en les grandes lignes. Slide. Donc, on sait que quand on souffre d'épilepsie dès la petite enfance, on est plus à risque de plusieurs problématiques, isolement social, problèmes de comportement, santé mentale, grossesse non planifiée, scolarité qui est moins longue, plus grande dépendance financière. Tout ça, évidemment, c'est lié au fait que quand on fait de l'épilepsie, ben, il y a les convulsions en tant que telles. Souvent, les gens se centrent un peu sur les convulsions en tant que telles, mais c'est tous les aspects à côté ou qui entourent les convulsions qui, au final, sont comme plus significatives puis qu'on doit adresser. C'est un peu le concept qu'on apprend en médecine de l'approche biopsychosociale. On veut pas se confiner seulement au côté biologique, tout le côté psycho et social qui est d'autant plus important et qu'on désire adresser avec ce programme. Prochaine slide. Alors, quand on est ado, et on l'a tous été, c'est une période charnière, c'est une période où on développe notre identité, c'est une période où on a certaines caractéristiques au niveau psychologique, on peut penser magique aussi. Donc, il y a plus de risques de non-observance aux médicaments, il peut y avoir des enjeux sociaux, dépendant des différents milieux auxquels nos patients proviennent. Il y a des risques de tératogénicité, qui est un mot compliqué pour dire que si une femme devient enceinte sous anticonvulsivants, ben, il va y avoir des risques pour le futur, le futur bébé, le fœtus. Il y a des interactions aussi avec les contraceptifs hormonaux. Puis, pour la population d'enfants qui ont une déficience intellectuelle, euh, il y a des considérations juridiques importantes. Puis, vraiment, au niveau de la tutelle, l'inaptitude et tout, c'est majeur pour ces familles-là. Ouais. Prochaine slide. Alors, il y a une différence entre transfert et transition. J'ai l'impression qu'on répète, mais le transfert, c'est vraiment simple. C'est juste, genre, le neuropédiatre envoie un résumé au neurologue qui s'occupe des adultes. C'est c'est bête, c'est simple. Tandis que la transition, c'est un processus plus global, qui est plus planifié, coordonné, qui comprend le résumé, le sommaire médical, mais en fait, c'est un processus qui commence tôt. Ça peut commencer à 14 ans, ça pour d'autres modèles, ça peut être 16 ans, et puis même ça va s'étendre au-delà du 18e anniversaire. On pense, il y a un concept maintenant qui est le adolescence, c'est des adultes adolescents. C'est que l'adolescence pourrait se poursuivre un petit peu plus qu'à l'âge légal de 18 ans qu'on a utilisé traditionnellement. Il y a une période un peu plus longue qu'il faut considérer. Et c'est un processus d'enseignement, de préparation, qui a pour but de rendre le patient plus autonome, plus renseigné, préparer sa famille. Puis le programme TECOM, c'est pas une clinique de transition en tant que tel, mais un programme concerté. Prochaine slide. Donc, on veut fournir aux adolescents, puis jeunes adultes ou adolescents les outils nécessaires pour qu'ils atteignent leur plein potentiel, puis qu'ils surmontent les défis auxquels ils sont confrontés à cause de leur maladie chronique. Donc, c'est déjà assez dur de devenir, de passer de l'adolescence à l'âge adulte. En plus, si on a une maladie chronique, on a besoin de ressources supplémentaires. Prochaine slide.
Donc, petit schéma super cool avec les piliers de Tekun. Donc, j'ai parlé de l'approche bio, mais aussi psychosociale. On veut rendre les gens plus éduqués, donc des meilleures connaissances, plus autonomes. Et on veut que ce soit accessible au plus grand nombre. De là, on voit que le site Internet. Prochaine slide. Donc, on voulait que ce soit aussi on dit durable ou pérenne. Euh, il y a d'autres modèles qui sont basés sur les ressources humaines qui, elles, peuvent, avec on le sait actuellement avec les coupures qu'on vit dans le système de la santé, on voulait s'assurer que c'était pérenne. Donc, de là, laisser une marque, un site Internet qui peut pas se faire couper, on espère, et certaines ressources qui vont pas se faire couper. Donc, on veut pouvoir continuer avec le minimum de ressources pour notre système de la santé qui est malheureusement parfois fragile. Puis, la transition, c'est super important, mais souvent, quand il y a des urgences, une pandémie et tout ça, les décideurs ont tendance à le laisser de côté. Donc, c'est pour ça l'importance de la pérennité du programme. Prochaine slide. Alors, voici la page d'accueil. Et c'est là que je vais passer la parole à Dr. Kieser qui va vous faire la visite guidée. Excellent. Merci, Dr. Major. Donc, je vais trouver la bonne. J'avais pas pensé à ça. Et là, vous voyez tous mes onglets. Mais maintenant, vous voyez les journaux que je lis. Euh, donc, oui, merci beaucoup pour ça. C'est très bien. Je pense que c'est une belle façon, une belle introduction. Euh, Là, vous voyez le site, vous voyez la page web. Quand je descends, ça bouge pour vous aussi. Oui, ça marche. Oui. Excellent. Désolé qu'il y ait plusieurs onglets un peu partout, mais voilà. Euh, ouais, donc, une très belle introduction. Donc, il y a plusieurs initiatives qu'on a débutées au sein de TECOM, incluant ces événements, ces symposiums, mais aussi le site web. C'est quelque chose, on travaille là-dessus depuis 1 an maintenant. Il y a encore des modifications à faire, des choses à peaufiner, c'est certain. Mais là, je pense qu'on est rendu à un point où on veut faire un peu de promotion et aussi on veut recevoir de la rétroaction. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce que nous, les cliniciens, notre équipe, le comité de transition, en fait, c'est un comité qui inclut des proches aidants, mais quand même, ceci n'est pas pour aider les cliniciens, le médecin, c'est pour aider les patients puis les proches aidants. Donc, on a besoin de votre rétroaction. Aujourd'hui, on va vous inviter à la fin de faire des commentaires et aussi, vous allez voir, il y a comme la majorité des sites web, il y a une façon de nous contacter si jamais vous notez quelque chose. Euh, vous avez une erreur, quelque chose à corriger, une précision à faire, ou si vous avez des idées et des choses, quelque chose qui pourrait être ajouté au site, n'hésitez pas de nous contacter, d'utiliser cette fonction Contactez-nous pour pour nous envoyer un message. Donc, voilà, vous voyez la page d'accueil de notre site web. En général, vous allez voir que on l'a gardé, on voulait que ça soit un moderne, mais pas trop, que ça soit relativement, je veux dire, net, clean, comme site web, que ça soit que ça cible comme le bon groupe d'âge, que c'est quelque chose qu'on entend parler parfois et que les sites, les ressources qui sont produites pour la transition, juste en général, en épilepsie ou autres conditions chroniques, que parfois, il faut faire attention que si on fait pas assez attention, les jeunes adultes vont le trouver un peu trop, un site qui cible trop les jeunes, les trop jeunes, les enfants. On voit quelque chose qui cible plutôt les jeunes adultes, qui va apparaître quoi, intéressant pour un jeune adulte. On a bien sûr aussi inclus la couleur lavande, beaucoup dans le site web, parce que ça, c'est la couleur officielle de l'épilepsie.
Donc, ici, on va faire une petite tournée du site web. Je ne vais pas rentrer en trop de détails, sinon ça prendrait trop long, trop de temps, mais on va passer peut-être une 15 minutes à regarder le site. Donc, ça, c'est notre page d'accueil. Vous voyez que, on commence avec une petite introduction. On parle de notre mission. Je descends et en fait, c'était par extrait qu'on voulait mettre sur la page d'accueil un lien vers Serenity. Serenity, c'est quelque chose que je vais discuter un peu plus en détail sous peu. Et ici, je vais juste mentionner rapidement que c'est un forum de discussion pour les patients, pour les proches aidants. Un forum qui est très intéressant parce que c'est modéré aussi. Donc, c'est considéré sécuritaire. Il y a la version principale, mais aussi une version, il y a des forums qui sont dédiés aux enfants ou aux jeunes adultes aussi, ben, aux adolescents. Euh, oui, mais je vais discuter un peu plus en détail dans quelques instants. Et puis on descend, puis il y a une première vidéo. Je pense pas que je vais le montrer maintenant, mais il y a une vidéo comme on appelle ça notre vidéo promotionnelle, où on présente le programme TECOM, puis notre mission. Et bien sûr, ici, il faut remercier les organismes qui nous soutiennent. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Nous avons aussi une section à propos du programme de transition. Vous voyez ici, puis en fait, à travers le site web, vous allez voir comment fréquemment, avec chaque onglet, il y a des sous-onglets ici qui apparaissent. Que nous avons notre mission qui est détaillée ici, notre histoire. Puis par la suite, les piliers de Tecum, donc ça, c'est des piliers, donc des concepts des choses qui nous aident à garder en tête quelle est notre mission principale. Euh, Résumé ici. Nous avons un sous-onglet qui parle de l'équipe principale, ici, incluant Madame Jao, et des photos du comité de transition, un, euh, un comité qui est multidisciplinaire avec des médecins, avec des assistants, avec des infirmières de recherche et des proches aidants. On a un volet recherche. Et donc ici, on parle des partenaires en recherche. Et ici, finalement, on parle de quelques projets de recherche qui sont en cours, qui sont en lien avec la transition au CHU et à Saint-Just. Donc, les deux premiers onglets ici sont des onglets juste pour faire un peu une introduction. Et je pense que pour les patients et les proches aidants, c'est les deux prochains, donc onglets 3 et 4, qui sont les plus importants. Donc, avec le site web, on voulait avoir l'idée en général, c'était d'avoir un lieu où on peut regrouper les ressources qui existent. On ne voulait pas avoir un site où on refaisait, on recréait toutes que notre but principal, c'était pas de créer de nouvelles ressources, mais plutôt on savait déjà qu'il y avait plusieurs ressources qui existent, mais sont parfois difficiles à trouver. Donc, on voulait les regrouper dans une place. Euh, donc, jusqu'à présent, ce regroupement, c'est surtout ici dans cet onglet. Une première chose, donc, j'ai dit qu'on regroupe des ressources qui existent déjà. Par contre, une chose qu'on a décidé qu'on voulait c'était des visites virtuelles. Déjà, avec notre comité de transition, on a déjà réalisé quelques groupes de discussion avec des patients et des proches aidants. Un thème qui est ressorti à plusieurs reprises est que une inquiétude avec la transition, avec le transfert vers le milieu adulte, c'est l'inconnu. Donc, c'est une nouvelle hôpital, c'est une nouvelle équipe. Euh, et donc, est-ce qu'il y aurait une façon de réduire cet inconnu un peu? Donc,
L'idée était de créer des visites virtuelles. On sait que l'optimal serait d'avoir en fait même des visites guidées, peut-être. Avoir donc où le patient puis sa famille pourrait visiter l'hôpital, même avant son rendez-vous, avoir une visite guidée de l'hôpital. Voici le stationnement, comment se rendre à la clinique, quelles sont les étapes pour enregistrer avant de voir le médecin, etc. Et ça, pratico-pratique, il semble un peu trop difficile. Et donc, on a décidé de essayer de créer de créer des visites virtuelles. Et ça, c'est donc en forme de vidéo. Donc, je vais essayer de jouer à un de ces vidéos. Euh, une chose, je vais m'assurer que je partage le son, share sound. Voilà. Et est-ce que vous entendez le vidéo? Oui, on entend. OK. Donc, je ne vais pas jouer tout le vidéo. C'est une vidéo qui dure à peu près 3 minutes. Mais je vais juste jouer la première partie. Puis l'idée avec cette vidéo, c'était de créer, encore une fois, une visite virtuelle, une introduction pas au site pédiatrique, parce qu'en fait, tous nos patients, hein, tous les patients en transition commencent avec le site pédiatrique. Ils connaissent très bien le site pédiatrique. L'idée est de introduire le site adulte. Donc ici, vous allez voir qu'on introduit le CHUM. Euh, on travaille en fait sur, je vais le mentionner tout de suite, on travaille sur un vidéo similaire pour le côté le système McGill aussi. Donc, je vais jouer juste la première partie de cette vidéo. Le CHUM est un hôpital universitaire reconnu mondialement en plein cœur de Montréal. Avec 35 neurologues, dont 5 spécialistes en épilepsie, le CHUM est l'un des centres prééminents au Canada pour les soins et la recherche en épilepsie. Si vous regardez cette vidéo, il est très probable que vous planifiez votre tout premier rendez-vous au CHUM. Le programme TECUM est là pour vous aider. Cette vidéo servira à vous présenter le CHUM et votre équipe médicale. Si vous êtes en voiture, vous pouvez accéder au stationnement à partir de la rue Saint-Denis. C'est gratuit pour 2 heures et moins. À partir du garage, rendez-vous aux ascenseurs et ensuite au hall de l'entrée principale. Si vous arrivez en métro, allez jusqu'à la station Champ-de-Mars sur la ligne orange. De là, empruntez le tunnel qui mène au CHUM et traversez le pavillon D jusqu'au hall de l'entrée principale. Que vous arriviez en voiture, en métro ou à pied. Donc voilà, vous voyez, euh, ça c'est une introduction. C'est un comment arriver. Le restant du vidéo, c'est comment arriver à la clinique, les étapes pour s'enregistrer, puis on présente l'équipe médicale, les différents neurologues qui font partie de la clinique d'épilepsie. Donc, une visite virtuelle. Nous avons aussi, dans la vidéo, vous avez vu comment on a créé des graphiques pour illustrer comment se rendre du stationnement à la clinique, du métro à la clinique. Ces mêmes cartes sont disponibles ici, juste en cliquant. Puis on le voit là. Donc, ça, c'est la première ressource. Ça, c'est en fait, je montre toutes ces ressources, c'est la seule qu'on a créée nous-mêmes. Les autres, ce sont des liens. On a divisé ces liens entre trois différents types, donc les liens épilepsie, les liens maladies spécifiques, puis des ressources communautaires pour les patients. Donc, vous voyez ici, avec les liens épilepsie, on a une liste des cliniques d'épilepsie qui existent au Québec. Puis en cliquant dessus, ça nous amène à leur site web. On va avoir plus d'informations, avoir les coordonnées, etc. Comment les rejoindre. Si on continue, on voit que, il y a autres ressources pour l'épilepsie, spécifiques à l'épilepsie, donc nos sites web au CHUM et à Sainte-Justine pour la transition. Ici, donc des ressources, donc ici, c'est un site web
qui a été développé à Québec, qui parle juste de l'épilepsie en général, qui donne de l'information sur l'épilepsie. Nous avons des vidéos éducatives sur l'épilepsie, donc des vidéos produites par Dr Major et son équipe. Epitavi, on appelle ça une infirmière virtuelle. Donc, des petites capsules d'informations sur l'épilepsie. C'est quoi l'épilepsie? C'est quoi les différents types de crises? Quels sont les traitements pour l'épilepsie? Ici, un lien pour un site, un organisme qui est dédié à la mort subite en épilepsie. Un sujet qui est très important. Finalement, quelque chose qui devient de plus en plus important pour un enfant avec épilepsie, ça c'est rarement considéré, mais chez un adolescent, puis certainement chez mes adultes qui travaillent, le permis de conduire, ça devient une préoccupation importante. Et par contre, trouver les informations, c'est pas toujours facile. Donc, on a fourni ici le lien direct à la page pertinente de la SAC. Et bien sûr, quelque chose qui est très important, ce sont les associations d'épilepsie. Des associations au Québec, donc l'AQE, on a Épilepsie Montérégie, Épilepsie Section de Québec, et aussi des associations canadiennes, la Ligue canadienne, l'Alliance canadienne, etc. Donc, pour les patients qui peut-être qui ne connaissent pas ces associations, ces organismes, euh, qui sont intéressés à devenir ils ont des ressources aussi, des ressources éducatives, peut-être c'est juste pour faire un lien avec autres personnes dans une situation similaire aussi. Donc, nos liens épilepsie. Le deuxième onglet, c'est des liens maladies spécifiques. Donc, vous voyez notre billet, le billet de Dr Major et moi tout de suite, la sclérose tubereuse de Bourneville. Donc, nous avons mis ici plusieurs liens pour des organismes qui focusaient sur cette maladie génétique. En termes d'autres maladies, nous avons Dravet Canada. Nous avons aussi la Fondation du syndrome de Lennox-Gastaut qui sont ici. Je suis certain que dans le futur, on va ajouter autres maladies spécifiques, 12, etc. Le troisième, le quatrième sous-onglet, je pense que c'est un sous-onglet qui est très important. La liste de ressources est certainement en croissance parce que nous sommes toujours en train d'apprendre qu'est-ce qui existe. On a même commencé à travailler avec des travailleurs sociaux qui nous suggèrent des sites, des ressources à inclure. C'est incroyable, on apprend comment il y a plein de ressources, puis moi, avant, je savais pas que ça existait. Donc, dans ce sous-onglet, vous allez voir qu'ils sont divisés. Il y a plusieurs sous-sections. La première sous-section, ce sont des ressources qui focus surtout sur la transition en général. C'est quoi la transition? C'est quoi le processus? Puis ils ont fréquemment des boîtes à outils. Ça veut dire des questionnaires, des checklists, donc des choses à vérifier. Qu'est-ce que je devrais faire avant de faire le transfert au milieu adulte? Quelles sont les questions que je devrais poser à mon médecin, etc. Donc, il y a plusieurs programmes et sites qui existent déjà. Il y a ParentCap 18 qui est très intéressant. Bien sûr, le programme à Sainte-Justine, très intéressant. Il y a l'Hôpital de Montréal pour enfants, ils ont aussi un programme bien développé. Et finalement, God Transition, on l'a mis, euh, même si c'est seulement en anglais, on l'a mis parce que c'est dans le domaine de transition, God Transition est fréquemment mentionné. C'est bien connu dans dans le domaine de transition. Ils ont des ressources très intéressantes. Il y a des ressources pour les proches aidants. Euh, Bien sûr, je pense que mes les proches aidants, fréquemment, c'est eux qui m'enseignent des choses. Moi, ils connaissent ça beaucoup mieux que moi. Mais on s'est dit qu'il y a quand même, parfois, ça arrive qu'il y a des proches aidants, des parents qui ne connaissent pas toutes ces ressources qui existent. Et donc, on a décidé, on voulait avoir une section qui montre quelles sont les ressources, au moins qu'on connaisse.
des ressources, des ressources qui offrent parfois même des services de répit. Euh, euh, oui, donc on a plusieurs ici. Ouais. Un autre qui parle de donc plusieurs l'accompagnateur Appui Proche Aidant, Proche Aidance Québec, SACAD. Il y a aussi Bibliosanté qui est comme une bibliothèque de ressources. Donc, une bibliothèque de fichiers, de carnets, ils les appellent. Donc, ils parlent de quels sont, si vous êtes dans cette situation, donc une famille avec un enfant avec déficience intellectuelle ou TSA, un carnet qui décrit quelles sont les ressources où vous pouvez aller pour obtenir plus de ressources. Finalement, nous avons une section réservée vraiment aux ressources gouvernementales, financières. Donc, Office des personnes handicapées du Québec, ils ont un outil de recherche, guichet d'accès pour des ITSA, déficience physique, TP. D'accord? Et finalement, là, ça a été décidé de garder appareil pour l'épilepsie dans ce sous-onglet. Je me demandais ce matin si nous aurions dû le mettre parmi les liens épilepsie, mais en tout cas, il est ici pour l'instant. Donc, appareil pour l'épilepsie. C'est fréquemment une question posée par les patients, par les proches aidants. Est-ce que ça, c'est un appareil que vous connaissez? Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne bien? Est-ce que ça pourrait être utile? Puis, si c'est quelque chose qui m'intéresse, comment est-ce que je pourrais comme l'obtenir? C'est quoi sa disponibilité, etc. Et donc, on a décidé de mettre ces ressources ici sur les moniteurs de crise, détecteurs, Nightwatch, un autre détecteur, les chiens d'assistance. Pour l'épilepsie, je pense que ça, c'est pas quelque chose qui arrive beaucoup au Québec, au Canada, mais quelque chose que je me demande si c'est plus intéressant, les chiens d'assistance pour les jeunes avec TSA. Donc, et on termine avec Serenity. Ça, c'est le dernier sous-onglet. Donc, ça, c'est pas rare qu'on entend que nos patients nous disent, les proches aidants nous disent qu'ils se sentent un peu isolés, que ils n'ont pas il y a comme un désir pour d'avoir une communauté de pairs. Au début, on pensait peut-être créer un forum de discussion nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on a discuté avec les organismes communautaires au Québec. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire ensemble? Mais le grand défi, c'est de s'assurer que ça reste un forum, un environnement qui est respectueux, qui est sécuritaire. Surtout quand on parle de personnes potentiellement vulnérables, des gens, des adolescents aussi. Et donc, c'était un grand défi. Comment créer ça? Ça prendrait beaucoup de ressources. Mais on était très contents quand on a découvert cette ressource qui existe déjà. Donc, encore un exemple où on essaie de regrouper les choses. Euh, oui. Donc, Serenity, c'est une plateforme qui existe depuis 2011, fondée en France. En fait, la majorité, c'est pas juste un peu en français, la majorité est en français. C'est une plateforme qui inclut 500 000 membres. L'idée est que c'est un forum où les patients et les proches aidants peuvent se regrouper, de poser des questions entre eux. C'est un espace d'échange, des discussions, pour des discussions. Euh, que les forums sont spécifiques à la maladie. Donc, si vous allez sur le site de Cranity, vous allez voir que c'est comme tout un forum de discussion pour épilepsie. Puis aussi, bien sûr, autres maladies aussi. Je vais mentionner qu'il y a aussi, c'est fait, Cranity est bâti par la façon de l'organiser, c'est par pays. Donc, il y a le Cranity pour la France. Puis, je pense, puis, je pense que ça, c'est le principal en français. Il y a aussi pour anglais, ça serait à travers la plateforme basée autour du Royaume-Uni. Que pour chaque pays, il y a au moins un modérateur. Puis ça, c'est quelqu'un qui surveille
les discussions pour s'assurer que s'il y a quelque chose qui est considéré inapproprié, qu'il va y avoir des conséquences que ça va être géré. Euh, Si c'est quelque chose donc on inclut sur le site web, comment trouver le site, comment de créer un abonnement, ben, bon, de s'inscrire, je devrais dire, comment s'inscrire. Donc, ça, c'est Cranity. Finalement, sur le site web, puis là, on est ouais, correct avec le temps. euh, Quelque chose, donc, pour ceux qui assistent à ce symposium ce soir, vous êtes probablement déjà au courant qu'ils sont enregistrés. Nous avons une page sur YouTube où on peut trouver tous les enregistrements antérieurs. Mais aussi, on a mis des liens à ces enregistrements ici sur notre page web, site web. Donc, donc si aujourd'hui, par exemple, ce soir, c'est votre première fois, écoutez un symposium à TECOM, puis vous vous demandez où est-ce que c'est possible d'écouter des anciens? Bien oui, ils sont ici. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est notre 8e symposium. Donc, les 7 autres sont ici. Le premier qu'on a fait, je pense, en décembre 2023, où on a introduit le programme Técom en général. C'était avant l'existence, en fait, du site web. Puis plusieurs autres sujets. Puis vous allez voir comment la diversité de sujets reflète notre emphase sur pas juste le côté médical, mais psychosocial. Que le deuxième symposium était sur la responsabilisation des ados, la responsabilité des soins et développement de l'autonomie durant la transition. On a un autre qui parle de c'est quoi l'épilepsie. On parle de la sclérose tubereuse de Bonneville, les syndromes de Dravet, les jeunes femmes et la planification d'une famille, les ressources légales pour les proches aidants de patients avec une DI, etc. D'accord? Il y avait une autre approche pour les troubles de comportement chez les patients avec DI, un sujet très important. Donc, je pense que oui, je vais arrêter là. C'est tout ce que je voulais dire. Euh, je suis très ouvert. On est là pour maintenant répondre à vos questions. Si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, ça serait très apprécié.